Merci à tous d'être là. Alors, moi, je vais commencer d'un petit mot. Alors, vous avez compris, on va garder le micro parce qu'on fait un enregistrement. On est dans une situation un peu particulière. On remercie tout le monde d'être là. Et puis, avec cette toute petite jauge qui s'explique, comme chacun l'a bien compris, parce qu'on ne pouvait pas être plus de 10. Voilà. Bon, je suis Yolande Lavé, je suis la présidente du Centre culturel de Vitry. Et évidemment, je suis intéressée par toutes les associations culturelles, dans le sens large du terme, qui existent sur la ville. Alors, le centre culturel, c'est pour moi un lieu extraordinaire. Ça me permet de rencontrer plein d'associations et puis de travailler ensemble. Je vous rappelle pour tous que le centre culturel, c'est un facilitateur de projets. On ne fait pas les projets à la place des gens. Ils ont un projet et on les aide à le réaliser. Voilà. Merci beaucoup pour ces introductions. Donc, je vais dire quelques mots au nom de la Société d'Histoire en tant que ayant joué un rôle un peu de coordinateur de cette exposition, au nom de mes collègues présents, et puis aussi au nom d'Alain Benoît, qui représente la Société de philatélie et qui nous a fait le plaisir de participer à cette exposition. Et commencer par excuser le président, Jean-Marie Desbordes, qui aurait bien aimé être là avec nous ce soir, mais qui depuis déjà pas mal de mois est coincé en province pour des raisons familiales. Alors, Madame Élisée Bartowski nous fait le plaisir d'être là et de nous présenter cette conférence. Elle représente les archives départementales qui ont contribué au financement de ce projet, permis entre autres la publication de la brochure que certains d'entre vous ont vue et qui est consacrée à l'affaire Petit du Petit Val. Donc les archives départementales nous ont beaucoup aidés, nous ont apporté un concours financier. Donc je vais aussi remercier Madame Ravardel, première vice-présidente du conseil départemental, et Madame Lheureux, directrice des archives municipales, qui ont vraiment soutenu ce projet. Et nous espérons qu'elles pourront pouvoir passer l'exposition. Je crois que Madame Lheureux a dit qu'elle essayerait de venir. Donc, on serait heureux de la voir. Je tiens à saluer la présence de Monsieur Michel Ballard, qui est le président de Clio 94. Donc, c'est le comité de liaison des sociétés d'histoire, d'archéologie et de sauvegarde du Val-de-Marne, auquel notre société est affiliée depuis de nombreuses années. J'ai gardé pour la fin les remerciements à l'équipe du Centre culturel de Vitry, qui bien sûr a joué un rôle tout à fait fondamental dans la préparation et l'organisation de cette exposition. Son directeur Hervé Adartse a tout de suite répondu présent quand on lui a présenté le projet. Il s'est battu pour que l'exposition soit maintenue, malgré le contexte sanitaire, et il a même obtenu sa prolongation. C'était vraiment, on est très très content. On remercie vraiment beaucoup d'avoir réussi à obtenir cette prolongation. Le CCV a aussi pris en charge une énorme partie sur le plan financier, sur le plan logistique, sur tous les aspects matériels, mais pas seulement. Il a aussi servi de conseil, examiné d'un œil critique et averti toutes nos propositions, donc c'était très bien. Le travail fait par l'infographiste Catherine Dauchez pour la préparation des panneaux que vous avez pu voir, donc est tout à fait remarquable. Donc malheureusement elle n'est pas là ce soir, mais donc on vous charge en tout cas de lui transmettre tous nos compliments et remerciements. Et puis, bien sûr, il ne faut pas oublier la collaboration avec Alibel Perruche, qui était chargée du suivi du projet, qui a été extrêmement efficace, sympathique, ne perdait rien, et la réussite de cette exposition lui doit énormément. Donc merci beaucoup, Anne-Gareth. À l'époque où ces châteaux existaient, on parle du sud-est parisien et non du Val-de-Marne. Mais en fait, j'ai choisi quelques châteaux. Il y en a 9. Peut-être que certains d'entre eux vous parlent et d'autres moins. Le manoir de Beauté,
tout est dit dans le nom du château, qui se situait à Nogent, le château de Bicêtre, donc actuellement sur la commune du Kremlin-Bicêtre, le château de Saint-Maur, le château de Berny qui était sur la commune de Fresnes, le château de Conflans sur la commune de Charenton, celui de Bercy également sur la commune de Charenton, le château d'Arcueil, Vitry et Choisy. Voilà, 9 choix. Que vous dire déjà sur le titre de mon exposé? J'ai associé le mot légende et histoire en fonction des sources justement que l'on peut utiliser pour parler de ces demeures. Alors, il va s'agir donc de raconter ces demeures qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui à un moment donné de l'évolution du sud-est parisien ont fait partie de la vie quotidienne des habitants, et c'est justement parce qu'elles n'existent plus que bien souvent elles ont pu engendrer des légendes soit écrites ou orales aussi. Et donc, l'idée, c'est avec un travail scientifique, de pouvoir vous montrer ces histoires en s'appuyant sur des sources. Des sources archéologiques, tout d'abord. Alors là, vous voyez une poterie mérovingienne, pour vous montrer que je vais remonter très haut dans le temps pour expliquer ce contexte de création de châteaux dans le sud-est parisien. Et là, vous avez donc je vous disais, une poterie mérovingienne qui a été découverte à Brie. Autre type de source, on peut avoir des objets, je commence par ce qui ne relève pas de l'archive, vous aurez remarqué, des objets. Donc là, par exemple, une jolie tasse à sorbet qui est conservée par la ville de Vincennes. Des petits morceaux de tissu, là c'est ce qu'on appelle le tissu Pompadour, qui est en lien avec la présence de Madame de Pompadour à Choisy. Et puis bien évidemment aussi, ce qui va nous servir à comprendre ces châteaux, des archives, avec des archives publiques. Là vous avez un exemple d'une archive publique extrêmement intéressante qui contextualise la fin de ces châteaux, puisque nous sommes sur la vente des biens nationaux pour le château de Choisy-le-Roi. Mais nous pouvons aussi avoir des archives dites privées. Et là, vous avez un fonds qui est conservé aux archives départementales, qui est extrêmement précieux, qui permet de comprendre le château de Bercy que je vous ai cité. Bercy, ça parle à tout le monde. Imaginez qu'effectivement, entre Charenton et Paris, on appelle effectivement le quartier de Bercy parce que ce domaine appartenait donc à une riche famille de parlementaires parisiens qui s'appelaient les Malons de Bercy. Et donc nous avons la chance d'avoir le fonds Malons de Bercy, et ainsi on peut rentrer vraiment dans le quotidien de ce château, j'y reviendrai tout à l'heure. Autre source, des ouvrages littéraires. Alors, ça va être des écrits qui relèvent des propriétaires même de ces châteaux. Par exemple, le château de Choisy qui appartenait à Mademoiselle de Montpensier. Donc, dans ses mémoires, on va retrouver des éléments sur son château. Des personnalités qui ont rendu visite à certains de ces propriétaires de châteaux. Donc, on va retrouver des éléments, par exemple, sur le château de Saint-Maur, dans les mémoires de Saint-Simon. Si je remonte dans le temps, pour des châteaux médiévaux, on va avoir des éléments avec l'auteur anonyme du journal d'un bourgeois de Paris, écrit au XVe siècle. Également pour la période médiévale avec Christine de Pisan, Eustache Deschamps aussi, et puis Michel de l'Hospital, qui sont des auteurs qui ont séjourné dans certains de ces châteaux. Et puis aussi, c'est pour ça qu'on est dans la légende, on peut avoir des descriptions pittoresques comme celle publiée au XVIIe siècle, la chasse donnée aux épouvantables esprits de Bicêtre. J'y reviendrai tout à l'heure. Dans ces descriptions pittoresques, les descriptions contemporaines des châteaux du XVIIIe siècle, avec celle de Pigagnol de la Force, qui publie au milieu du XVIIIe siècle une description historique de Paris et de ses environs. Description qui est extrêmement intéressante pour comprendre ces paroisses de l'Ancien Régime, et bien évidemment aussi leurs châteaux ou leurs maisons aux champs. Et autre auteur important, Heurtaud, qui va publier un dictionnaire historique de la ville de Paris et de ses environs. Donc voilà, deux descriptions intéressantes. Toujours dans les archives, on va trouver des plans. Donc là, c'est un plan que nous avons dans nos fonds et qui représente le château de Bercy au début du XVIIIe siècle.
une grande collection de gravures qui nous permettent là, cette fois-ci, de mieux nous imaginer, c'est vrai que des plans, les élévations de ces châteaux, là, avec une belle gravure du château de Choisy. Des peintures aussi, là nous retournons à Bercy, où nous voyons la famille de Louvois qui pose avec son entourage devant le château, enfin de l'autre côté de la rive de la Seine. Des plaques de verre, des photographies et des cartes postales. Ce que vous reconnaissez tous et toutes votre église, si je puis dire. C'était pour vous montrer effectivement des plaques de verre qui sont conservées aux archives, justement dans les fonds de la Société d'Histoire. Une autre photo qui montre le château de Choisy et puis le château de Conflans, enfin l'entrée du château de Conflans. Nous avons aussi des archives d'érudits locaux qui sont extrêmement précieuses pour comprendre justement ces châteaux. Donc là, avec trois érudits qui permettent d'étayer 3 châteaux différents. Alors avec à la fois leurs recherches, leurs correspondances et leurs publications. Voilà, moi j'aime beaucoup ce document-là qui est en fait la préparation d'un ouvrage sur le château d'Arcueil. Donc on voit toutes les ratures, toutes les reprises de l'auteur. Et puis aussi, tout seigneur, tout honneur, des archives de sociétés savantes, puisque dans nos fonds archives, nous avons le fonds de ce qui était, je vais dire des bêtises, mais un peu l'ancêtre de votre société d'histoire. Et du coup, nous avons des fonds très intéressants qui permettent justement de parler du château de Vitry. Voilà pour l'introduction un petit peu archivistique. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour comprendre pourquoi des châteaux ou des demeures aux champs s'installent dans le sud-est parisien. Donc, ce sera ma première partie que j'ai appelée un début favorable. Alors, pourquoi un début favorable ? Parce que, et c'est pour ça que je me suis permise tout à l'heure dans les sources de vous montrer des vestiges archéologiques, avant que d'arriver à cette période médiévale et surtout de l'Ancien Régime, de l'époque moderne, il faut comprendre que il y a, et on oscille toujours bien sûr entre l'histoire et la légende, un héritage mérovingien pour ce sud-est parisien. Par exemple, si je remonte à Clovis, on sait que il va passer et résider dans des demeures autour de Paris. Du coup, ça va se poursuivre avec d'autres rois mérovingiens. Chilpéric Ier, par exemple, nous dit Grégoire de Tours, aurait une villa à Nogent. Donc, on suppose que c'est Nogent-sur-Marne. Autre roi, Clotaire II, va réunir en 616 dans sa demeure de Bonneuil évêque et seigneur de Bourgogne. Donc c'est pour vous dire que ces souverains quittent Paris et commencent déjà à mailler le sud-est parisien de villas et de petites demeures. Ça va perdurer ensuite sous les Carolingiens, puisqu'on sait que Charles Chauve va convoquer une assemblée générale du royaume à Bonneuil-sur-Marne. Alors, là on est dans les écrits, avec des fois des difficultés d'identification de lieux, parce que Nogent, est-ce que c'est Nogent-sur-Marne par exemple, Bonneuil, c'est pareil. Par contre, c'est pour ça que nos sources archéologiques peuvent contribuer à penser qu'effectivement le sud-est parisien avait déjà cette présence royale. On a découvert à Bry-sur-Marne, dans une tombe, des vestiges qui montrent qu'un chevalier s'était fait enterrer à Bry, donc on peut supposer effectivement une présence aristocratique sur le sud-est parisien. Ensuite, le contexte géopolitique, donc là, dont on est beaucoup plus sûr, c'est qu'effectivement, à partir du Moyen-Âge, on a cette mise en place des paroisses et des seigneuries. Et si on regarde cette carte, qui est un petit peu petite, qui est la carte de la baie de la Grive, on voit bien comment ces paroisses qui s'organisent autour de l'église se maillent assez rapidement de ce qu'on va appeler les demeures aux champs. Alors, pourquoi le sud-est parisien est-il aussi attractif ? On va le voir parce que, encore une fois, et là on en est sûr, très rapidement, Vincennes va jouer un rôle important. Il y a le bois, donc ça devient un relais de chasse, jusqu'à ce que du relais de chasse, on passe à l'édification d'un château. Donc là, vous avez une gravure qui est bien évidemment du XVIIIe siècle, mais dont
La légende est extrêmement intéressante parce qu'en fait, elle nous explicite les premières constructions jusqu'au XVIIIe siècle. Et on voit bien effectivement la cour qui vraisemblablement revient d'une chasse profitant de la proximité du bois. Donc un territoire extrêmement attractif puisque bénéficiant d'une présence royale. On reste à Vincennes, il y a la fameuse légende de Saint-Louis rendant la justice sous son chêne. Légende toujours, puisque vous savez qu'au château de Vincennes, on prétend toujours que voilà, le chêne qui est présent serait celui de Saint-Louis. Donc voilà. Et puis bien évidemment, comme je le disais pour Vincennes, on va avoir la présence de propriétaires prestigieux avec des rois. Vous reconnaissez avec son très beau profil Charles V, beaucoup plus près de nous, Louis XV, qui va s'établir à Choisy. Vous avez également des ecclésiastiques avec notamment Joachim du Bellay, qui va faire du château de Saint-Maur, du château de Conflans, pardon, la résidence des archevêques de Paris. Donc vous voyez bien, on est archevêque de Paris, on a sa maison de campagne, si j'ose dire, dans la banlieue sud-est. Et puis aussi des grands du royaume. Alors, je n'ai pas mis un portrait du duc de Berry, mais tout le monde connaît les très riches heures du duc de Berry, mais peu de gens savent que, en fait, il s'est fait édifier un château, j'y reviendrai, au Kremlin. Le fameux château de Bicêtre, c'est une édification médiévale pour le duc de Berry. Donc je passe sur celui-là. Autre grande du royaume, Mademoiselle de Montpensier, qui va se faire édifier un château à la fin du XVIIe siècle, a choisi le roi, château qui ensuite qui sera revendu et racheté par Louis XV. Donc vous voyez vraiment, du roi aux grands ecclésiastiques et bien évidemment aux grands du royaume, nous avons des propriétaires prestigieux qui vont s'installer sur le territoire. Quel type de château va-t-on construire et vont-ils faire édifier ces grands du royaume, enfin ces rois et ces grands du royaume? Là, on est, pour une description du XVIIIe siècle, on est vraiment dans un fin XVIIe, début XVIIIe, dans une fièvre de la construction. Il suffit de lire un auteur qui a écrit un tableau qui s'appelait le Tableau de Paris, qui s'appelait Louis-Sébastien Mercier, qui dit « on bâtit de tous côtés ». Voilà, la phrase est très courte, mais elle dit tout, en fait. Et effectivement, pratiquement dans chaque paroisse, il y a une maison au champ, de plus ou moins grande importance, qui s'édifie. Quels vont être les choix artistiques qui sont opérés par les propriétaires qui travaillent bien évidemment avec des architectes? Alors si on remonte dans le temps et qu'on prend ce fameux journal d'un bourgeois de Paris, ce qui ressort bien évidemment, c'est la beauté de ces demeures aujourd'hui disparues. Par exemple, pour effectivement, le château de Beauté, qui était donc à Nogent, Beauté, le plus bel, Chastel et joli, et le mieux assis qui fut en toute l'île de France. Donc là, c'est vraiment, apparemment, on ne peut pas faire mieux. Pour une période beaucoup plus récente, au XVIIIe siècle, Pigagnol de la Force, lorsqu'il décrit une maison distinguée, tant pour ses ornements que pour les beautés singulières de ses canaux et fontaines, et la rareté et l'excellence des fruits qui croissent dans ses jardins. Élément important dont on reparlera, le rôle des jardins dans ces châteaux aujourd'hui disparus. Donc des descriptions qui sont très enthousiastes. Et on va essayer maintenant de rentrer plus dans le détail en essayant de voir quels sont les choix artistiques au niveau de l'architecture. Là, on va procéder chronologiquement. Pour le Moyen-Âge et la Renaissance, c'est ce qu'on appelle le goût de la magnificence. On retrouve là ce fameux manoir de Beauté, donc à Nogent. Donc, je vais vous lire encore, je vais rester avec Eustache Deschamps, qui nous explique, et là vous voyez bien aussi la différence que peuvent apporter ces maisons au champ, bien évidemment, par rapport aux hôtels particuliers et à la vie dans la capitale, c'est l'aspect campagne, bien évidemment, parce que le château a son importance, mais le jardin qui l'entoure aussi, et de plus en plus. Et l'intérêt justement de ce manoir de Beauté, c'est que c'est un des premiers châteaux où on est encore dans une
semi-construction avec des velléités il n'y a plus de défense et surtout le jardin devient un jardin d'agrément. Hein. Donc ça c'est important et c'est surtout aussi, c'est presque une résidence secondaire pour le roi, hein, où il y a plus d'intimité. Donc c'est aussi une notion importante qui est assez balbutiement, hein, pour la royauté. Et voilà, et le manoir de Beauté est très intéressant pour cela. Puis vous voyez aussi l'aspect plus petit aussi, hein, assez petit finalement pour un roi que ce bâtiment. Alors là, on est avec Bicêtre. Vous vous souvenez, Bicêtre, c'est le duc de Berry, hein, dans une construction, un corps très fortifié, mais néanmoins, ce qui est important, c'est l'intérieur du château, le duc Berry a fait les très riches du Berry, mais avait fait cette commande. Mais c'était vraiment un grand amateur d'art et d'ouvrages, donc il faut imaginer que l'intérieur de son château était très 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 richement, hein, décoré. On arrive à la Renaissance et là on est à Saint-Maur-des-Fossés pour le château de Saint-Maur, qui finalement va être construit en 2 temps, parce que ça aussi, ces châteaux, ils ont des histoires, parfois ils sont construits une première fois, au goût de l'époque, après ils sont reconstruits pour correspondre, hein, aux nouveaux goûts architecturaux de leurs propriétaires. Donc ce château, il est dans un premier temps construit par un architecte très en vogue qui s'appelle Philibert Delorme, hein, et on est vraiment, hein, vous le voyez, hein, dans un style Renaissance, somme toute assez classique, pour être un peu anachronique. On poursuit notre chronologie, toujours dans cette architecture extérieure, avec là le château de Saint-Maur, où on est, hein, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a 2 phases de construction, une deuxième phase de construction qui permet de voir que là, on est aux prémices, hein, du classicisme. Prémisse du classicisme aussi, avec le château de Berny, dont vous voyez pour la gravure en couleur l'entrée du château, et pour la gravure en noir et blanc le côté jardin, hein, de ce château. Hein. Vous voyez, ça reste quand même des châteaux à taille humaine. Hein. On est pour eux, ce sont des maisons au champ. On est début 18e, et là on va vivre, hein, toute cette période de l'apogée du classicisme, avec un château aujourd'hui bien évidemment disparu. Peut-être que vous reconnaissez par contre un élément de décor, si je puis dire, hein, qui existe toujours. Il y a l'Aqueduc et on est à Arcueil, hein, donc château qui aujourd'hui bien évidemment disparu. Là, je pense que ça parle à tout le monde. Si vous avez eu le temps de tous regarder l'exposition, hein, avant que de participer à la conférence. Et là, j'ai choisi une plaque de verre. On est avec, bien évidemment, hein, le château de Vitry, hein, qui correspond effectivement, hein, à cet apogée du classicisme, une façade somme toute très sobre et avec un fronton, hein, au milieu. Autre château, le château de Bercy. Hein. Alors vous le voyez, hein, dans la plupart des cas, on a l'exemple du château de Vitry qui s'installe, je veux dire vraiment au centre de la paroisse, hein, à côté de l'église. Et puis on a un autre principe qui peut présider au choix, hein, de l'édification du château. C'est en bord de Seine, bien évidemment, hein, c'est le cas du château de Bercy et d'autres châteaux, hein, qui permet effectivement de venir en bateau. Hein, ça fait aussi partie des plaisirs, hein, que de venir de Paris à Charenton en bateau. Voilà. On est à Choisy-le-Roi, où là on a derrière, il y avait une gravure du château et un plan qui vous permet de voir aussi ce que je vous disais, des châteaux qui continuent qui se transforment, hein, au cours du XVIIIe siècle. En fait, il faut imaginer que les propriétaires, on a l'impression qu'ils sont jamais satisfaits de ce qu'ils ont déjà et que voilà, il faut toujours qu'ils soient entre guillemets au dernier goût de la mode, en faisant travailler les meilleurs architectes, les meilleurs jardiniers, ce qui fait que c'est des perpétuels travaux, hein, et donc ça sera le cas bien sûr pour Choisy. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur, on va rentrer dans l'intimité, si je puis dire, de ces propriétaires. Ce qu'il est important de savoir, c'est que, et ça c'est valable de l'époque médiévale jusqu'au XVIIIe siècle, le goût des œuvres d'art va être très important, c'est-à-dire qu'il s'agit de décorer, hein, son intérieur.
et aussi d'avoir un goût du confort. On est dans la maison Auchan, donc c'est l'idée aussi de détente pour ces grands du royaume. Un exemple très concret, est-ce que vous arrivez à voir? Nous sommes à Choisy-le-Roi et là il y a une petite signature importante, c'est signé Gabriel. Gabriel, c'est l'architecte c'est toute une famille d'architectes, c'est des générations d'architectes qui va travailler pour Louis XV à Choisy. Et là, il ne manque pas de travail parce que Louis XV a toujours beaucoup de demandes. Et là, en fait, c'est un plan pour les nouveaux bains du roi. Et Louis XV suit de très près les travaux. Alors vous ne le voyez peut-être pas, mais en fait, souvent, Gabriel lui faisait des plans à volets, c'est-à-dire qu'avec une possibilité, hop, surprise, il ouvrait le volet et il avait une deuxième possibilité de plan. Et vous voyez, il explique bien ce qu'il propose, etc. Donc un goût du confort intérieur qui se retrouve, quelle que soit la taille du château et les propriétaires, pour l'ensemble de ces demeures au champ. On reste avec Louis XV à Choisy. Toujours dans ce goût du confort, on a la chance d'avoir dans certains de nos musées nationaux, mais aussi à l'étranger, quelques pièces de mobilier qui restent de ce château de Choisy, avec cette belle commode. Il adorait le bleu. Louis XV était un grand amateur de bleu, donc une belle commode qui fait partie des collections de mobilier du musée du Louvre. Et ce service, très intéressant parce que c'est aussi pour vous montrer que, au-delà de l'existence de ces châteaux, il faut bien imaginer que cette présence aristocratique ou royale, elle fait aussi vivre la population, bien évidemment. Et elle change aussi les données pour les paroisses qui accueillent ces maisons au champ. C'est le cas à Choisy, mais c'est le cas aussi, et l'assiette que vous avez sous les yeux le montre, puisque tout le monde connaît la manufacture de Sèvres, encore existante, bien évidemment. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, et du coup ça va être le petit cocorico du sud-est parisien de l'actuel Val-de-Marne, c'est qu'en fait la manufacture de Sèvres, elle naît à Vincennes. Elle s'installe à Vincennes sous Louis XV. Parce que justement, et c'est pour vous montrer aussi du coup tout l'arrière-plan politique et économique qu'il peut y avoir dans l'installation de cette manufacture, au XVIIIe siècle, la porcelaine qui est la plus réputée, c'est la porcelaine de Saxe. Donc il est évident que pour Louis XV, il aimerait bien que une porcelaine française fasse concurrence à cette porcelaine de Saxe. Et il suit du coup de très près des travaux qui sont effectués par des industriels et entre guillemets, des ingénieurs de l'époque. Et il permet justement à deux d'entre eux de s'installer dans le château de Vincennes pour faire leurs travaux, pour essayer d'améliorer la porcelaine française. Il suit, et quand il s'aperçoit que, ça y est, il maîtrise bien, il va les financer, il va en faire une manufacture royale, donc ça va devenir la manufacture royale de Vincennes. Il va passer commande, notamment ce fameux service, et du coup vous imaginez bien que si le roi passe commande, tous les aristocrates passent commande, et on imagine que dans les maisons au champ du sud-est parisien, il est de bon ton aussi d'avoir son service de porcelaine de la manufacture de Vincennes. Le succès est tellement grand que l'espace imparti à ces manufacturiers dans le château de Vincennes ne suffira pas, et donc Louis XV décidera effectivement d'exporter cette manufacture de Vincennes à Sèvres, qui est très, très bien pour lui parce qu'en fait, ça lui permet il faut imaginer que Louis XV navigue, si j'ose dire, parce qu'il prend plutôt la route, mais entre Choisy, Paris et Versailles. Donc voilà, ça lui permet, en mettant à Sèvres, d'avoir toujours un œil aussi et de suivre les productions. Donc pour vous dire que cette existence de château a bien évidemment un impact économique aussi sur la vie du sud-est parisien. Voilà, donc des choix en tout état de cause, des choix artistiques et un goût du confort qui est visible avec quelques pièces qu'on peut avoir, ou des descriptions aussi bien évidemment qui existent toujours. On va rester dans l'intimité de nos propriétaires avec un autre exemple. On a vu les œuvres d'art, on a vu le mobilier. Élément extrêmement important
au XVIIIe siècle aussi, c'est la place qu'on va accorder aux bibliothèques. Donc là, vous avez une élévation qui représente la bibliothèque des Malons de Bercy, donc vous vous souvenez, le château de Bercy à Charenton. Et dans nos fonds, on a la chance d'avoir l'inventaire de la bibliothèque des Malons de Bercy. Donc c'est une source extrêmement précieuse pour savoir finalement que lisent ces aristocrates qui ont leur maison au champ, que lisent-ils ou qu'ont-ils au moins dans leur bibliothèque, parce qu'on ne peut pas savoir s'ils lisaient vraiment tout. Et ce qu'il est intéressant de voir, donc là j'ai choisi une page sur la poésie, mais aussi sur qui inclut aussi des pièces de théâtre, c'est que ces aristocrates, donc là on est dans le cadre d'une famille d'aristocrates parlementaires, des parlementaires parisiens, s'ouvrent aux auteurs dits de l'esprit des Lumières. Ils ont dans leur bibliothèque les grands penseurs, ils ont aussi tous les auteurs de théâtre à la mode, Marivaux, Crébillon, mais aussi des textes d'opéra. Voilà, donc ils sont vraiment une grande ouverture, et puis ils s'abonnent aussi, vous voyez cette très jolie quittance de souscription à des histoires universelles, donc ils ont aussi énormément d'abonnements qui contribuent à enrichir leur bibliothèque. Donc un intérêt pour la lecture. Toujours dans ces aménagements intérieurs, ce goût de l'intimité, on le voit, alors je remonte dans le temps parce que vous avez ce petit portrait d'Agnès Sorel qui était, oui parce que je ne vous ai pas dit pour la petite histoire quand même, le roi, pour ce manoir de beauté, il y installe sa maîtresse, la belle Agnès Sorel, donc en remontant dans le temps pour l'époque, à la fin du Moyen-Âge. Mais si on revient à notre XVIIIe siècle, dans ce goût de l'intimité, on a l'aménagement, qu'on appelle les cabinets. Mais ça permet aux aristocrates de manger notamment de façon plus discrète ou de se détendre. Et là, c'est encore une fois, on retrouve Gabriel qui propose des boiseries pour un cabinet de Louis XV à Choisy. Donc ça, ce sont des fonds qui sont conservés aux archives municipales de Choisy, justement. Autre élément extrêmement important pour le XVIIIe siècle et pour tous ces châteaux, c'est les jardins. Là, vous avez sous les yeux un plan aquarellé qui représente les jardins des Malons de Bercy. Donc, il faut imaginer effectivement l'importance de ce domaine. Et on va essayer de voir que, alors bien évidemment, on fait travailler les grands jardiniers sur le modèle des jardins à la française préconisés par le nôtre. Je vous ai parlé tout à l'heure des descriptions pittoresques de Pigagnol de la Force ou de Hurtaud. Parfois, l'historien a du mal à savoir si vraiment les grands architectes et les grands jardiniers ont travaillé pour ces châteaux, parce qu'il était de bon ton de dire qu'on avait fait travailler le nôtre ou des élèves de le nôtre. Et en fait, on s'aperçoit que si le nôtre avait fait tous les travaux qu'il disait, il était partout à la fois. Donc voilà, c'est peut-être un peu compliqué pour lui. Mais donc c'est parfois difficile de savoir qui est vraiment l'auteur, sauf si on a des plans signés, ce qui n'est pas forcément le cas. Juste un exemple. Là, on est dans un détail du jardin de Bercy. On présente, alors peut-être y en avait-il plus, mais enfin, dans nos fonds, il y a 3 modèles pour un même parterre. Et vous voyez, en plus, visiblement, ils ont choisi celui-ci, parce que là, il y a marqué « bon ». Donc voilà, ça doit être celui qu'a finalement choisi le propriétaire pour ces jardins. Donc il faut imaginer effectivement une effervescence et un intérêt pour ces jardins. Autre type de jardin, donc là on était vraiment dans le jardin à la française. Avec Arcueil, on est dans le jardin à la française, mais aussi avec un goût pour les rocailles, les treillages, qui est assez intéressant. Donc avec un petit peu plus de liberté finalement dans le paysage, et puis l'importance aussi des grands arbres. Donc un mélange, là vous le voyez, des jardins à la française et puis des grands arbres et des treillages. Peut-être un petit peu plus annonciateur des jardins romantiques du 19e. Autre élément important au XVIIIe siècle, bien évidemment, c'est le développement des jardins potagers. Et là, les sources fourmillent pour comprendre et voir surtout la variété de ce qu'on plante, aussi bien en légumes qu'en fruits et qu'en arbres fruitiers. Donc là, on retrouve les archives de la famille Malon de Bercy. Donc vous voyez que dans les variétés déjà de salades, c'est assez impressionnant. Puis on voit aussi le nombre de pieds en fait qui sont plantés, ou semés. Je vous fais un petit cocorico pour Vitry. Dans les arbres fruitiers, il y a la belle de Vitry. Mais je pense que
tout le monde sait ici, puisque vous êtes tous des Vitriots, peut-être à part Monsieur Ballard, qui est un étranger de Sucy, qu'à Vitry, la ville était très réputée sous l'Ancien Régime pour ses pépiniéristes et pour les capacités de ces horticulteurs à créer et à greffer d'excellents plants d'arbres fruitiers. En faisant mes recherches, j'ai trouvé que, par exemple, certains horticulteurs vendaient leurs pieds greffés jusqu'à la cour du tsar. Donc une grande réputation, vous voyez, une grande réputation pour ces pépiniéristes et ces horticulteurs de Vitry sous l'Ancien Régime. Donc voilà, donc là on retrouve une variété qui vraisemblablement avait été du coup greffée à Vitry dans les jardins potagers de la famille Malon de Bercy. Ça fait le lien avec aussi l'existence de ces jardins potagers qui, bien évidemment, servaient à la table de ces aristocrates ou de ces grands du royaume ou du roi, puisque là c'est l'exemple qui est choisi, avec l'importance de la sociabilité pour ces châteaux aujourd'hui disparus. Alors là, je prends l'exemple qui est certainement le plus prestigieux, c'est l'installation par Louis XV, une commande passée par Louis XV en 1754 à un ingénieur qui s'appelait l'ingénieur Guérin, de ce qu'on appelle une table volante. Et ça rejoint à la fois la sociabilité et le goût de l'intimité que Louis XV va développer à Choisy, puisque vous le voyez à travers cette reconstitution, qui est un très beau travail réalisé pour la ville de Choisy, à partir d'archives, pour essayer de rendre un peu plus vivant ce château de Choisy qui a disparu. Et avec les archives, ils ont réussi à reconstituer ce qui était donc cette table volante. Et comme je vous le disais, l'idée était que Louis XV en avait un petit peu assez, pour être un petit peu familière, de se faire servir par ses domestiques. Et il voulait pouvoir dîner, souper, avec, et ça c'est très intéressant aussi par rapport aux usages de la cour, avec les invités qu'il choisissait, lui, réellement. Voilà. Ce qui explique que c'était une petite table, avec peu de couverts, et tout le système reposait, alors là vous ne le voyez pas, mais il faut imaginer qu'en fait, la table descendait en sous-sol, et que donc les domestiques et les cuisiniers, eux, ils travaillaient en sous-sol, et ils faisaient remonter la table, ainsi que les 4 desserts que vous voyez là, pour les convives. Donc une sociabilité qui lie aussi ce goût de l'intimité qui se fait jour pour Louis XV. On va continuer parce que c'est mon côté gourmand. Alors même si on n'a plus le droit d'avoir de moments conviviaux, moi je vous le fais à travers la conférence, la convivialité, je l'espère. Vous aviez une magnifique photo pour vous montrer aussi que, comme je vous le disais à l'instant, ces châteaux génèrent une activité économique. Et justement, dans les fonds de la Société d'histoire de Vitry, il y a une très jolie photo qui date du début du XXe siècle, qui nous montre une famille de producteurs de poires de Vitry. Donc on est à Vitry, et cette famille fournissait depuis des générations et des générations la famille Louis XV à Choisy. La légende explicite que donc, très fièrement, ils expliquent qu'ils sont les dignes héritiers de cette famille qui fournissait la table de Louis XV à Choisy, mais que dans la famille, on disait bien que Louis XV était un mauvais payeur puisqu'il n'avait jamais réglé la livraison de poires. Voilà. Alors, encore une fois, est-ce une légende ou est-ce une réalité? Mais voilà, donc Louis XV aurait été un mauvais payeur. Si on retourne ensuite à cette sociabilité, comme je vous le disais, il faut imaginer que Louis XV soupe avec ceux qu'il choisit, et que vous imaginez bien l'effervescence parce qu'il publiait la liste des invités quelques heures avant. Donc dans la cour, c'était l'effervescence de savoir si on allait être sur la liste des invités, des grands privilégiés pour dîner avec le roi. Et on a la chance, alors là pour le coup c'est conservé à la Bibliothèque nationale de France, d'avoir une publication qui relate donc ces fameux voyages du roi à Choisy et le contenu de ses soupers, très pantagruélique, constitué de plusieurs, il y a plusieurs étapes dans ces menus et dans le contenu de ces soupers. Et si on regarde attentivement, on retrouve, encore une fois, pour vous montrer le lien avec l'économie, des produits
On parle beaucoup maintenant des produits du terroir, mais on retrouve tous les produits du terroir de ce sud-est parisien qui sont valorisés dans les menus des soupers. Alors cette vie sociabilité, avec l'exemple de Louis XV, elle se retrouve bien évidemment dans l'aristocratie qui a sa maison aux Champs. Donc là, on retrouve Bercy et vous voyez ce que je vous disais il y a quelques instants, c'est-à-dire l'idée de on fait venir ses amis à cheval ou en bateau quand on est comme c'est le cas pour les Malons de Bercy, au bord de la Seine. Et on va retrouver ce qu'on a vu pour Louis XV, le faste des repas. On va le retrouver dans le quotidien de ces familles qui font venir, vous voyez là, de très loin, leurs provisions, donc en ayant des fournisseurs à Aix-en-Provence, sachant que elle fait venir vraiment des produits exotiques, aussi bien des pays méditerranéens que d'Afrique. Et puis pour le plaisir, c'est l'introduction, vous savez, du chocolat dans cette. Donc là, on a l'exemple de la fourniture pour faire le chocolat, du cacao, du sucre, de la vanille des îles et de la cannelle. On a presque même la recette pour le chocolat. Juste pour vous dire que c'était encore considéré comme un médicament. On voit bien que le fournisseur, il est à la fois apothicaire et épicier. Donc on est toujours dans cette idée du chocolat un peu médicament. Cette sociabilité aussi, elle s'inscrit dans cette idée qu'on est à la campagne, on est aussi dans des zones boisées. Donc bien évidemment, le roi, comme les aristocrates, chasse. Et si on reprenait la carte que je vous ai montrée, on verrait bien les réserves de chasse. Mais on peut prendre aussi un document un tout petit peu postérieur, ce sont les cahiers de doléances, puisque dans ces cahiers de doléances, là sur le cahier de doléances de Maison Alfort, on sait très bien que dans les doléances, on retrouve régulièrement, pour ces paroisses qui subissent les chasses, et on sait combien les chasses pouvaient être ravageuses dans les champs, où les habitants demandent la suppression de ces capitaineries de chasse qui ravagent les récoltes. Donc, mais en tout cas, toujours est-il qu'effectivement, la chasse fait partie de ces sociabilités des maisons aux champs. Alors, vous vous souvenez, j'avais quand même pris deux demeures qui remontaient à l'époque médiévale. Donc, si on reprend le cas de Bicêtre, alors c'est sans doute le château qui a eu la plus courte existence, puisque à peine construit, en fait, il est construit à une période où il y a une guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons, donc il va être ravagé et très très rapidement tombé en désuétude et en ruine. Vous avez là une représentation, alors il a encore un petit peu debout, mais il manque quand même une grande partie à l'arrière, en fait il n'y a plus rien. Et c'est un espace qui va faire très vite peur, c'est-à-dire que effectivement il va y avoir c'est un peu le repère des brigands, des gens dont on ne veut plus. Là c'est on voit que les villageois de Gentilly, d'Arcueil, etc. En fait eux ils en ont pris l'habitude, des bruits, des cris, etc. Ou même des légendes ils continuent à travailler malgré tout. Il n'empêche que au bout d'un moment, cette ruine ça ne fait pas bien dans le décor. Donc au final, sur ces ruines de châteaux médiévals, on va reconstruire au XVIIe siècle, l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, l'hôpital de Bicêtre que l'on connaît tous. Autre cas de figure, le cas du manoir de Beauté, lui aussi il va tomber en désuétude, ne plus être utilisé par la royauté, et finalement totalement disparaître. Mais avec l'arrivée du chemin de fer, elle sera la disparition complète de ce château, dont il ne reste que quelques vestiges archéologiques au musée Carnavalet, notamment des carreaux qui recouvraient le sol du manoir. Il y a aussi une raison très financière, avec le château d'Arcueil, donc à côté du lac-Duc, qui, comme ça nous est expliqué dans cette citation, une démolition tant superficielle qu'en fondation du château et des bâtiments, et aussi de la grille, etc. Donc on va nous décrire tout ce que... Ça va être le notaire qui va décrire tout ce qui sera détruit à la fin du XVIIIe siècle, assez rapidement. Et puis,
Autre cas de figure qui va concerner un grand nombre de nos bâtiments, si je puis dire, c'est ce qui va se passer sous la Révolution française, avec la vente des biens nationaux notamment. Là, les deux documents que vous voyez là, que je vous ai montrés en préambule, concernent la vente de Choisy, qui était un domaine royal, qui donc va être acquis par plusieurs propriétaires et vite démantelé. Ça sera le cas aussi pour le château de Saint-Maur dans la deuxième partie des confiscations en 1796. Donc un démantèlement dû à la Révolution française. Et puis aussi, alors ça pourra même concerner encore une fois le château de Choisy, au-delà de la vente des biens nationaux, il y a aussi parfois la fonte des métaux pour la guerre. Et donc on va voir que tout ce qui est grille du château de Choisy sera fondu pour les besoins de la guerre durant la Révolution française. Autre explication de la disparition de ces demeures, c'est ce qui va se passer au XIXe siècle sur le sud-est parisien, c'est bien évidemment l'industrialisation et l'urbanisation du territoire. Donc si on prend le cas de Vitry, effectivement c'est une commune qui vu une industrialisation quand même assez précoce, avec notamment, là j'ai pris le choix de l'exploitation souterraine avec les carrières, mais pour la ville voisine de Livry aussi, on a cette exploitation industrielle qui se fait jour. Et du coup, bien sûr, s'ensuit une urbanisation, et du coup, il faut loger les habitants, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Concomitamment, on a l'arrivée des chemins de fer, donc avec, pour le coup, le sud-est parisien est bien pourvu. Vous allez avoir la première ligne qui apparaît, c'est celle de Paris-Orléans. Ensuite, vous allez avoir la ligne, c'était la ligne de Sceaux, le fameux Paris-Lyon-Méditerranée, et puis, quelques années plus tard, la ligne de Vincennes, en 1859. Donc, de 1840 à 1859, au début des années 1860, le territoire est maillé par des lignes de chemin de fer qui vont finalement traverser ces grands domaines ou ces maisons aux champs. Pour vous donner un exemple très concret, quand effectivement, vous prenez cette fameuse ligne Paris-Orléans, en fait, quand vous passez, vous êtes à Choisy-le-Roi, à la gare de RER, il faut imaginer que vous êtes vraiment sur l'emplacement du domaine royal. Donc dans les parties des jardins, et très 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 proche, il y avait vraiment le petit château. Vous imaginez que voilà, après finalement vous prenez le RER, vous êtes presque près du cabinet où il y avait la table volante de Louis XV en fait. On a vu l'industrialisation, l'arrivée bien évidemment des transports en commun et de ces chemins de fer, allant avec une urbanisation. Et quoi de mieux que ces grands jardins pour lotir et proposer effectivement, alors non plus des maisons aux champs pour les grands du royaume et les aristocrates, mais des maisons à la campagne pour la bourgeoisie et les ouvriers. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir dans l'utilisation de ces grands espaces de maisons aux champs, aussi bien des lotissements pour des petits propriétaires et des ouvriers, que pour la bourgeoisie. Si on prend le cas du château de Saint-Maur, dans les boucles de la Marne, on va avoir effectivement des lotissements où on met en avant bien sûr la proximité de Paris avec les chemins de fer, mais aussi cet aspect campagne. Donc finalement, on reste toujours dans cette idée d'une maison à la campagne, mais avec moins d'espace pour les propriétaires. Alors, personnellement, j'adore ces deux dessins qui sont des dessins anonymes parce que là, on voit vraiment, vous voyez bien que c'est un château, c'est une aile de château. Et en fait, c'est le fameux château de Berny qui était donc à Fresnes. Donc là, on a le petit côté de la façade qui reste. Donc là, on le retrouve. Et que voit-on à côté ? Des petits immeubles. On est dans le deuxième tiers du 19e siècle. Des petits immeubles qui se construisent. Et puis aussi, la fameuse cheminée d'usine. Donc, avec ces deux petits croquis, on voit bien que le devenir de ces châteaux, c'est que finalement, il est grignoté par l'urbanisation et l'industrialisation, sachant que cette partie de l'aile du château demeure, mais en fait est déjà utilisée
par une entreprise. C'est un ébéniste qui a installé ses ateliers au sein du château. Donc un dessin qui dit finalement tout du devenir de ces demeures. Autre exemple, avec le château de Choisy, je vous ai dit qu'il y a une partie qu'il faut imaginer sur la ligne du RER, mais le fameux petit château va être en fait utilisé, encore une fois, c'est comme pour le château de Berny que je viens de vous montrer, par une faïencerie. La fameuse faïencerie Boulanger, dont vous voyez une des productions. Et donc en fait, les occupants du site, les industriels, vont juste recouvrir de plâtre et de chaux les murs du XVIIIe siècle. Et ça va jusqu'à la fermeture de l'usine. En fait, on aura complètement oublié que l'usine a été bâtie pas bâtie sur, mais a utilisé les murs du petit château pour travailler. Que va-t-on retrouver au moment de la démolition de l'usine? Là, on est dans les années, début des années 50. Vous voyez là, si vous pouvez voir, on trouve bien un fronton caractéristique de l'architecture classique. C'était les façades des communs du petit château de Louis XV à Choisy. Et là, voilà, on continue à détruire. À un moment donné, il ne va plus rester que cette grande porte. Se posera la question de garde-t-on, ne garde-t-on pas? Et finalement, le choix sera fait de on ne garde rien. Donc voilà, il n'y a plus que les photos. Comme quoi l'archive sert, parce qu'au moins, on a ce témoignage photographique de la démolition du petit château de Choisy. Cette collection est conservée aux archives municipales de Choisy. On est alors là, on est pareil à Conflans. C'est un journaliste qui déplore à l'époque, on est dans la première moitié du XXe siècle, le fait que pour aménager la fameuse route départementale 50, ça passe et on détruit en grande partie le château. Et le journaliste dit, on aurait peut-être pu faire un petit détour, une petite boucle pour conserver le château. Autre cas de figure avec Bercy, donc là, le château va connaître plusieurs phases jusqu'à effectivement l'intérieur est dépecé de ces boiseries, de ces meubles, et puis finalement on vend une partie du domaine pour les chemins de fer, et l'autre partie va devenir les fameux grands entrepôts de Bercy. Donc vous voyez une carte postale en bord de Seine, à servir bien évidemment à l'édification de ces vastes entrepôts notamment pour le vin. C'est vrai qu'à Vitry, vous avez une fin de château, si je puis dire, assez originale, puisque à un moment donné, je pense au début du XXe siècle, on s'est dit on va arriver à conserver ce château, avec une proposition de transformer le château en mairie. Donc là, on voit les plans effectivement qui sont conservés aux archives municipales de votre commune, où on projette de transformer le château, qui, vous l'avez vu, finalement était effectivement une maison champ. C'était pas énorme, donc ça pouvait correspondre aux besoins d'une mairie. Et puis on fait un référendum. Finalement, on décide de ne pas conserver le château, et on va lotir. Donc là, vous voyez le plan du lotissement, et on voit bien quand on voit la taille des parcelles dans des tout petits lotissements, on n'est pas comme dans le même type de lotissement qu'on a pu voir pour Saint-Maur. Donc on lotit des toutes petites parcelles. Là, vous retrouvez le château et l'église là, et on va lotir. On fait de la publicité, et vous voyez, on retrouve ce même système on est vraiment dans une autre phase de l'histoire du territoire, un territoire avec des industries, une urbanisation, mais aussi avec les liens avec la capitale. On a toujours cette idée de proximité, d'attractivité de la capitale, où on met bien en avant pour lotir que tous les moyens de communication sont disponibles pour rejoindre Paris, tout en mettant en avant aussi encore une fois l'aspect agréable des lieux pour lotir.
là, vous voyez une petite, le haut d'un ange. C'est ce qui reste d'un des corps du château de Vitry, qui a été transféré sur une tombe au cimetière de Versailles. Donc vous voyez, il reste quand même quelque chose de votre château. Là, je pense que ça parle aussi à tout le monde. D'ailleurs, je trouve que le derrière dit beaucoup aussi sur cette urbanisation, là pour le coup, du XXe siècle. Nous sommes aux abords de la mairie de Choisy-le-Roi, où ne reste du château de Choisy. Alors devant, il y a quelques vasques, et puis les entrées du château ont été préservées. Pour le château des Malons de Bercy, il reste les entrées, que vous ne voyez pas trop, parce que vraiment vous voyez le bas et la porte des écuries. Et puis pour le château de Conflans, a été sauvegardé l'entrée principale, et puis d'autres petits éléments. Alors voilà, architecturalement, il y a quand même quelques, qui se comptent sur les doigts de la main, je l'avoue, quelques vestiges de ces demeures perdues, qui ont des histoires finalement qui s'expliquent, bien évidemment, par l'évolution du territoire, et à la fois économiquement et puis bien évidemment politiquement au plan national. Voilà, je vous remercie. J'espère que du coup vous en savez un petit peu plus pour certains sur ces châteaux disparus.